l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur ? Tous l'ont vécu et tous en ont une perception unique. Vous écoutez Tout Seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Chambéry, à la Belle Armoire, pour rencontrer Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser le soin de vous présenter brièvement à nos auditeurs ? Bien sûr, donc je suis Rachel Troyard, je suis l'heureuse fondatrice et dirigeante de la Belle Armoire, un concept store que j'ai ouvert il y a tout juste 2 ans. Je suis savoyarde d'origine et j'ai 2 enfants. Vous n'avez pas toujours été entrepreneur, il me semble que vous avez été longtemps salarié. À quoi est-ce qu'elle ressemblait votre vie pro d'avant ? Alors, effectivement, j'ai été pendant plus de 26 ans salariée dans des entreprises privées autour de l'industrie pharmaceutique. À quoi elle ressemblait ma vie d'avant ? Elle ressemblait à un rythme déjà soutenu autour de la communication et du marketing pour des professionnels de santé à travers différents postes que j'ai gravis au fur et à mesure des années. Beaucoup de trajets, des trajets pour me rendre à mon travail puisque c'était situé à Grenoble et beaucoup aussi de déplacements français ou européens pour rencontrer mes clients. Quel événement, finalement, dans votre vie professionnelle, vous motive ou vous pousse vers l'entrepreneuriat ? Alors, l'événement fort, c'est le licenciement auquel j'ai dû faire face, puisque après à peu près 26 ans d'exercice dans le privé, et après différents postes, j'ai senti effectivement un petit peu le vent tourner, après avoir vu des managers comme moi être remerciés. Et le jour où ça m'est arrivé, finalement, j'étais pas surprise, j'étais presque prête et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais faire pour les 15 ans, 20 ans de ma vie professionnelle à venir. Dans un premier temps, j'ai cherché du travail de façon intensive, avec beaucoup d'entretiens, mais ce qui en ressortait, c'est que finalement, j'allais refaire à peu près le même type d'expérience professionnelle que j'avais eue, donc avec peut-être un certain déni où j'enterrais un peu mes valeurs professionnelles pour un meilleur salaire, un meilleur poste. Vous parliez de valeurs professionnelles, qu'est-ce qui était important pour vous ? Pour moi, c'était avant tout le respect de l'humain en tant que personne, d'échange, de respect aussi du travail accompli ou des compétences de chacune des personnes qui travaillaient avec moi. Et donc du coup, vous êtes dans cette recherche d'emploi, vous vous rendez compte que ça va plus coller en fait. Voilà, effectivement, c'est une réalité. Et en même temps, je me dis, il me reste un an de recherche active puisque je suis indemnisée par Pôle emploi. Qu'est-ce que je peux faire avant d'arriver d'être en fin de droit et de ne pas être au pied du mur en ayant 2 enfants, en étant une femme seule et en se disant, peut-être que je peux accomplir quelque chose de ma vie professionnelle différemment. Ça a été un stress d'être dans ces conditions, ce contexte, ou est-ce qu'au contraire, ça a été un gros booster pour vous ? Ça a été un gros booster et ça a été une réelle délivrance en fait de ne plus être dans un déni de quête professionnelle et d'accomplissement. Ça, c'est le premier point, et de se dire, après tout, pourquoi ne pas essayer et mettre toutes ses chances de son côté en organisant, en travaillant sur ce projet en amont et de voir si ce projet peut être viable et pérenne dans le temps. Est-ce qu'il y avait déjà le projet de la Belle Armoire ou est-ce que vous êtes passé par d'autres checkpoints avant ça ? Alors effectivement, la Belle Armoire est venue en fait en second temps. Dans mon idée, je me suis dit, ce qui serait peut-être bien, c'est d'ouvrir un commerce puisque j'ai cette appétence pour l'humain. Je viens plutôt d'un parcours scolaire autour du commerce et je me tournais plutôt vers un commerce de vin animé et en association avec une amie dans lequel j'imaginais qu'on aurait pu vendre des bouteilles de vin sympas à côté de Chambéry. Et puis, je m'aperçois qu'effectivement, pour monter ça, il faut beaucoup de stock, il faut un investissement. Et un soir de décembre, j'ai ma filleule qui vient chez moi, justement déguster une bonne bouteille de vin rouge avec moi et qui me dit « Mais Rachel, c'est pas ça ce que tu dois faire. En fait, tu dois faire un magasin de vêtements de seconde main parce que déjà, ça te ressemble, tu es une fanat de vêtements et qu'aujourd'hui, nous, notre nouvelle génération, on est vraiment dans cette mouvance et dans cette façon de consommer. » Est-ce qu'à ce moment-là, déjà, au moment où vous phosphorez un petit peu autour de toutes ces idées,
vous avez été accompagné ou vous avez eu en face des personnes qui vous ont fait un petit ping-pong en vous disant ça, cette idée, il faudrait la retravailler dans ce sens, ou est-ce que vous avez été toute seule? Alors j'ai été toute seule au début, toute seule puisque, l'idée a germé effectivement, bon, à 2 lors de cette discussion. La recherche pour, voir un petit peu ce qu'étaient ces magasins déjà existants dans la région Rhône-Alpes, je l'avais faite toute seule et j'ai discuté de cette idée avec d'abord ma conseillère Pôle emploi, début janvier, qui m'a dit: «Voilà, il va y avoir un forum sur l'entrepreneuriat au féminin au mois de mars», auquel je me suis rendue. Donc il s'est passé 2 mois pendant lesquels j'ai fait un petit peu la tournée, de la région Rhône-Alpes et à partir de là, effectivement, j'ai pu découvrir toutes les associations, toutes les structures qui pouvaient aider à structurer et accompagner un porteur ou une porteuse de projet. Donc à partir de là, j'ai rencontré, des personnes, de la CCI, d'organismes financeurs à prêt taux zéro, d'autres entrepreneurs ou de nouveaux entrepreneurs avec qui j'ai pu commencer à échanger et comprendre un petit peu comment en amont, l'idée, doit se structurer pour prendre vie ensuite. Tout au long de ces 9 mois, parce que ça m'a pris 9 mois avant de lancer, officiellement l'ouverture du commerce, ça a été un beau challenge. C'était un peu comme, pour moi, une épreuve sportive avec de l'endurance, mis bout à bout avec effectivement quelquefois, des choses qui se font pas comme on le voudrait. Trouver un local, j'avais trouvé un premier local qui, finalement ça ne s'est pas fait, donc c'est de trouver un deuxième local qui soit, adéquat par rapport, au loyer qu'on va devoir payer, par rapport à la superficie, une banque qui vous suit, puis qui finalement ne vous suit plus après, trouver une deuxième banque. Mais je l'ai jamais vécu comme, quelque chose en me disant: «Ça se fera jamais». Qu'est-ce que vous avez dû apprendre? Qu'est-ce que j'ai dû apprendre? J'ai dû apprendre à structurer encore plus des idées pour, convaincre ensuite, par exemple les investisseurs qui, m'ont accompagnée ou les organismes. Découvrir aussi la partie, finance, heu, comptable aussi d'une société parce que même si j'avais l'habitude de gérer des budgets en tant que responsable marketing, il y a une grosse différence entre gérer un budget et gérer une entreprise dans les charges fixes, les coûts variables, le seuil de rentabilité, une marge nette, une marge brute pour, vraiment se dire: «Qu'est-ce qui va nous rester, au bout du compte et est-ce que je peux me permettre tel et tel investissement sur du long terme?» Un tout nouveau vocabulaire pour vous. Exactement. Le projet de la belle armoire sort de terre, vous avez le local. Comment se passent un peu les premières semaines, les premiers mois? Alors, effectivement, j'ai du mal à me souvenir de ma première journée, l'ouverture du 14 décembre 2019. Je sais que j'ai 10 jours avant, les clés du local, qu'on a 10 jours pour, donner un coup de neuf au sein de la boutique, d'avoir les autorisations administratives puisqu'on est en centre historique et qu'il faut des autorisations pour des travaux même à l'intérieur, même de peinture et finalement ça s'enchaîne, c'est des nuits sans sommeil, mais on est porté par, une certaine, énergie, peut-être des endorphines Une qui sont excitation. là, de l'excitation. Et j'ouvre le 14 décembre 2019 sans caisse enregistreuse, sans terminal de paiement, sans ouverture de compte bancaire. Et pendant 3 mois, en fait, c'est de la folie. C'est de la folie puisque j'ai beaucoup de monde au sein du magasin, que le monde attire le monde, que l'idée de seconde main attire les curieux, les convaincus. Et pendant ces 3 premiers mois, en fait, c'est des journées non-stop avec des très beaux résultats de vente et beaucoup de retours positifs de la part des clients, des reportages au sein de la presse qui font que je ne vois pas passer ces 3 premiers mois jusqu'à l'arrêt du premier épisode épidémique. Est-ce que dans ces 3 premiers mois, vous aviez déjà identifié vos futurs ou vos actuels partenaires? C'est-à-dire les banques, le comptable? Alors non, justement, parce que, pendant ces 3 mois qui sont, très intenses, il y a pas mal de choses qu'on voit qui ne fonctionnent pas, des dysfonctionnements, des axes encore à améliorer. Je les note quand j'ai un peu de temps, mais finalement, une journée d'entrepreneur qui commence à 8 heures et qui finit à 20 heures, 21 heures, et pendant les 3 mois de lancement, c'était plutôt 22, 23 heures, font qu'on met ça de côté en se disant: «Il y a des choses qui ne vont pas, il faudrait quand même que je m'y attarde» parce que un comptable qui est pas là pour l'ouverture, un comptable qui, fait pas de retour sur les premiers enregistrements de prix, surtout quand on est vraiment, nouvelle ou nouveau dans l'entrepreneuriat, c'est important d'être accompagné, d'être suivi sur les premiers mois. Un banquier, pareil, que je ne vois pas puisque lui-même est en burn-out, donc pendant 2 mois, je n'ai pas d'ouverture de compte. C'est vrai qu'on se sent là vraiment, vraiment seul et on se dit: «Il va falloir trouver un moment pour pouvoir le faire».
Et ça va être justement l'occasion, mine de rien, lors de ce premier arrêt économique et d'activité, de se dire: «OK, j'ai un peu de temps pour régler tout ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir, redémarrer, sereinement ensuite». Du coup, ce comptable, ce banquier, vous avez tout à rechercher, retrouver. Ça se fait comment? Par bouche à oreille? On demande à d'autres entrepreneurs? On cherche soi-même dans le beau temps? Alors, je pense que le meilleur conseil, c'est effectivement le bouche à oreille. Quand on a un professionnel qui est content de ses partenaires les plus importants qui sont, je pense, la banque et un cabinet comptable, c'est bien de pouvoir questionner. Donc, pour moi, ça a été rapidement un appel à l'aide un petit peu sur les réseaux sociaux, autour de moi pour demander, quels étaient leurs comptables, est-ce qu'ils en étaient contents, comment ils fonctionnaient, quelle était leur réactivité, leur accompagnement. Il faut savoir qu'on a des obligations comme un opérateur, pendant 1 an, donc on va travailler avec ce comptable, on va travailler avec ce banquier. Donc ça s'est fait en fait en janvier 2021. Vous avez eu une pause, à faire, une pause un peu forcée, qui m'avait l'air quand même de pas si mal tomber que ça, parce que ça vous a permis aussi de vous reposer sur, à quelle heure est-ce que j'ai envie d'ouvrir le magasin? Comment est-ce que je vois le magasin dans quelques mois? Comment est-ce que je peux faire évoluer aussi le modèle? J'ai l'impression que vous travaillez aussi beaucoup comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait du coup de ce premier confinement, imposé? Alors effectivement, le premier confinement, on n'avait aucune visibilité sur quand est-ce qu'on allait ouvrir. On n'avait aucun moyen pour se protéger aussi, puisque les masques, le gel est arrivé tardivement, même pour les commerces. Et pour moi, en fait, quand est arrivée l'annonce, on n'était pas surpris, puisqu'on voyait effectivement le danger se rapprocher. J'ai juste, quand il a fallu que je ferme le magasin, je me suis juste dit: «C'est dommage», parce que je commençais bien, il y avait beaucoup de monde, et quand le rideau est tombé, je me suis dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» Donc, j'ai rapatrié l'ensemble du mobilier, des choses, qui avaient de la valeur au sein de la maison, parce qu'on ne savait pas comment ça allait être. Est-ce qu'il allait y avoir peut-être de la violence dans les rues? Hem C'était assez incertain, et en même temps, je me suis dit: «Il est temps pour moi de me reposer», puisque ces 3 mois ont été intenses. J'avais perdu beaucoup de kilos, je sentais que j'étais un petit peu plus, irritable face aux clients ou, à l'entourage. J'ai perdu ma maman au bout d'1 mois de de lancement de la boutique, donc ça faisait beaucoup de choses que j'avais un petit peu enfouies, et il était temps que je me récupère une santé, et qu'en même temps je me pose, puisque je n'avais pas de visibilité, pour me dire: «OK, il y a des choses qui fonctionnent pas, comment je peux les corriger? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas? Qu'est-ce que je peux améliorer?» J'en ai profité pour suivre beaucoup de webinars, puisque pendant cette période-là, beaucoup d'organismes, d'agences de communication, des CCI et autres ont proposé des webinars pour, se former, donner des idées pour garder le lien avec les clients. J'en ai profité aussi, pour faire du shooting, puisque j'avais le projet du site, Mmh. vitrine à lancer. Donc ça a été une période en fait où je me suis à la fois, reposée, pris un peu d'exercice physique, puisqu'on avait le droit de marcher autour de chez soi, et en même temps pour se dire: «Ben voilà, j'ai, cette fenêtre, de tir qui est là pour, tirer un petit peu faire un bilan, sur ces 3 premiers mois, et corriger tout ce qui peut l'être», et c'est ce que j'ai fait pendant ces 3 mois. Qu'est-ce que vous avez abandonné par rapport à la version, 1re de la belle armoire, concrètement? En étant entrepreneur, moi je trouve que c'est ça qui est important, c'est qu'on a une réactivité qui est là tout de suite. C'est-à-dire que si la veille on voit quelque chose ne fonctionne pas, on a toute l'attitude, 24 heures, 48 heures après, pour pouvoir changer les choses et les corriger. Concrètement, ce que j'ai abandonné, c'est, un système déjà de logiciel qui me convenait pas, qui me permettait pas de suivre, ce qu'on faisait, ce qu'on vendait, nos dépôts-ventes, nos achats. Donc ça, j'ai pu, en choisir un autre, à la réouverture. J'ai abandonné aussi la façon de travailler. J'ai redonné des objectifs et un cadre beaucoup plus précis, puisque l'idée était qu'on soit tous, compétents, mais aussi polyvalents, puisque pendant ces 2 premiers mois, je me suis aperçue que, moi je maîtrisais une partie, des connaissances du magasin, mais ma jeune alternante avait une autre partie, et sur laquelle je me reposais, et en fait, quand on ferme comme ça, il faut que tout le monde puisse, faire les tâches de tout le monde, et donc là, on a redémarré en ayant tous la même compétence, même si on avait des fiches de poste bien définies. Mais l'idée était de pouvoir basculer aussi bien, de la gestion d'un site vitrine à la vente, à un dépôt-vente, à un type de communication, de programmation. De pas avoir d'horizon ou
de certitude sur l'avenir un peu financier de l'entreprise alors qu'on vient de la lancer. Comment est-ce qu'on le gère ça? Comment on le gère? On le gère en se disant, heureusement que j'ai demandé un bon prêt. Heureusement qu'on a des aides de l'État. Heureusement qu'on peut geler, pendant, la fermeture le loyer du local, le prêt qui venait de démarrer et en fait, pendant ce premier épisode, c'est vrai que les partenaires, l'écosystème a vraiment joué le jeu pour, quelque part, qu'il y ait pas de déficit quand même dans les dépenses. Mais c'est vrai qu'on se dit: «Mais, j'ai pas de vente, comment je fais? Comment je prépare?» et ben, je vais essayer de fidéliser quand même, ma communauté que j'ai acquis, pendant ces 3 mois, en leur racontant un peu notre quotidien, en leur montrant ce qu'on fait à la maison, en montrant ce qu'on peut peut-être vendre à distance et en donnant aussi une visibilité sur ce que va être le monde après, avec eux. Vous êtes toujours toute seule à ce moment-là? Alors, je suis toujours toute seule, j'ai une alternante qui est avec moi, mais que je dois, rassurer et qui, va m'aider à faire ce site vitrine pendant, ces 2 mois de fermeture, mais qui est dans le même cas puisqu'on ne peut pas sortir, on s'appelle, on se fait des visios. C'est dur de mobiliser aussi, quelqu'un pendant ces 2 mois, sachant que, voilà, il y a quelque chose qui nous tombe dessus en disant: «Mais c'est pas possible». C'est vrai que c'était peut-être un événement qu'on n'a pas vu venir, même si quand on monte une Mmh. entreprise, on envisage le pire. On prend une matrice qui s'appelle la matrice Pestel et on essaye quand même de balayer tout ce qui peut se passer. Mmh. Mais là, c'était, C'était un de scénario, l'inédit. ça réouvre enfin. Et oui, donc on ouvre mi-mai et on est, hyper motivés à revoir des personnes. Les personnes, nos clients, notre clientèle est ravie de nous revoir. On s'est structuré, c'est-à-dire que tout ce qui ne fonctionnait pas, on l'a oublié, tout est mis en place et je m'entoure donc de ma jeune alternante et d'un jeune homme qui va être là avec nous pendant 3 mois en support de vente, en support de communication pour, renforcer ce qu'on avait commencé à acquérir pendant ces 3 premiers mois. On fait attention aux gestes barrières, on est les premiers à proposer des masques en tissu pour les adultes, pour les enfants. On a eu beaucoup de petits mots, de la part de nos clients et on est super ravis de recommencer, à travailler. Le client est vraiment au cœur de votre expérience. Vous disiez que vous vouliez vous rapprocher de valeurs, humaines, des valeurs de proximité aussi. Hem, Comment est-ce que, aujourd'hui vous arrivez à, définir ce qui va marcher pour un client et ce qui ne va pas marcher ou en tout cas ce qui peut lui plaire ou ce que vous aimeriez, lui proposer? Quand on est, commerçant, toujours de se mettre à la place du consommateur. J'ai des consommateurs de différents âges, de catégories socio-professionnelles. C'est de se dire qu'est-ce qu'ils aimeraient trouver dans le magasin, quels seraient les horaires d'ouverture que je pourrais leur proposer, quels seraient les services que je pourrais leur proposer et de valider ça, de le tester un petit peu en amont à travers des pilotes. C'est-à-dire que, à l'ouverture du premier confinement, je me suis aperçue qu'on avait une clientèle émergente d'étudiants. Ces étudiants, ils portent le projet seconde main et c'est vrai qu'on faisait aucun effort pour eux. Donc on a lancé la remise étudiants, mais c'est pas étudiants au sens propre, étudiants post-bac. Pour moi, les étudiants, c'est du collège à post-bac ou des reprises d'études. C'est des personnes qui portent ce projet seconde main et qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Donc on a lancé cette remise, par exemple, en se disant: «OK, ça se fait pas ailleurs, je le vois très, très peu. Pourquoi on l'instaurerait pas au sein de la Belle Armoire?» Un autre service, c'était aussi dire, aujourd'hui, on a un exemplaire unique de vêtements puisqu'on offre de la seconde main. Et pourtant on veut lutter sur cette surconsommation de fringues. Alors au lieu de craquer pour un vêtement qui est peut-être certes moins cher parce qu'il est de seconde main, c'était aussi d'ouvrir ce service, de se dire: «J'ai peut-être un délai de réflexion de 72 heures» et de pas prendre les coordonnées de la personne, mais de dire: «Voilà, je vous le réserve pendant 72 heures, vous revenez ou vous revenez pas au sein du magasin, mais en tout cas, ça vous laissera le temps de réfléchir si vous avez vraiment l'utilité de cette, veste, de ce beau pull et de craquer vraiment pour quelque chose que vous allez mettre». Donc tout ça, en fait, c'est toujours de se dire: «Et si moi j'étais dans un magasin, qu'est-ce que j'aimerais trouver?» Après, il faut pas que ce soit farfelu, il faut que ça corresponde à des attentes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit à travers des études, un consommateur, à travers un commerce de proximité, cherche à ce qu'on lui propose des services différenciants. Par exemple, devant le magasin, on a un rack à vélo. C'est tout bête, mais c'est vrai que de pouvoir venir et poser son vélo et qu'on puisse le surveiller devant, le magasin, c'est quand même plus sympa. Les personnes, on les accepte avec leurs animaux. Les chiens, l'été, ils ont une gamelle d'eau dehors. Donc on va essayer vraiment de personnaliser et que les personnes se disent: «Ah oui, ici, on n'est pas qu'un simple consommateur, on est un petit peu plus un consommateur, mais surtout, je suis pris en considération comme
comme une personne au-delà du consommateur. Vous avez une petite partie café aussi? Voilà, donc l'idée c'était d'avoir quelque chose qui soit un petit peu différent. Moi, j'aime bien qu'on puisse rentrer dans un magasin. J'avais vu ça dans des pays nordiques où on a un espace café et on peut venir, non pas, pour consommer, de la mode, mais simplement prendre un café tranquillement, regarder les personnes passer dans la rue, se poser, bénéficier du wifi et puis, repartir si on le veut ou si on le veut aussi, regarder ce qui se passe dans les rayons. Vous êtes beaucoup en veille, j'ai l'impression, par rapport à ce qui peut se faire ailleurs. Ça, c'est une composante importante pour vous, dans votre quotidien d'entrepreneur? Oui, moi, c'est une composante. Alors, je pense que ça me caractérise, c'est-à-dire, je suis toujours dans l'action, dans qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon différente, de façon innovante. Et c'est vrai que j'aime apprendre et j'aime aller regarder ce qui gravite autour du marché dans lequel je suis. Ça a été le cas dans mon expérience professionnelle auparavant. Ça l'est encore d'autant plus maintenant que je suis dirigeante de cette entreprise, de savoir qu'est-ce qui se fait, quelles sont les nouvelles tendances, quels sont les nouveaux magasins qui s'ouvrent, non pas qu'à Chambéry, mais sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ou à Paris. Une fois par mois, on va sur une ville faire une journée terrain pour regarder un petit peu l'offre, pour regarder comment on est reçu dans des magasins, pour jouer les clientes et les clients et de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ou est-ce que finalement on fait déjà tout au sein de la belle armoire. Est-ce qu'il y avait une idée dont vous étiez absolument fan et vous étiez persuadé que ça allait marcher et qui n'a pas marché et ça a été une grosse surprise? Alors, c'est peut-être pas une grosse surprise ni une grosse déception. Je sais qu'elle va arriver, c'est la location de vêtements. Ouais. Au sein du magasin, on propose donc une offre de seconde main, mix, qu'on peut acheter, mais qu'on peut aussi louer. Puisque moi, dans mon modèle et dans le vécu que j'ai eu, c'est qu'aujourd'hui, ces vêtements, on peut craquer sur des coups de cœur, mais c'est vrai que même sur des vêtements de seconde main, on peut s'en lasser au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, voire un mois, une semaine. Et c'était de dire, parce que j'ai vu ce modèle exister sur des vêtements neufs, pourquoi ne pas le proposer en location? Alors, c'est vrai qu'il y a eu un premier confinement qui a stoppé net l'envie peut-être de s'habiller au bureau. Un deuxième et un troisième, ça commence à venir. Mais aujourd'hui, voilà, on a eu 5 offres de location de prêt-à-porter de tous les jours Mm. depuis le lancement. Ça fait peu. Mm. Et au vu de l'énergie, bah oui, on va le mettre un petit peu de côté pour l'instant. Vous n'êtes plus tout à fait toute seule, vous avez une équipe maintenant avec vous. Est-ce que ça a été facile pour vous de recruter ou en tout cas de vous dire, j'investis aussi dans une équipe, dans des personnes qui vont m'accompagner? Alors, ce qui est une réalité, c'est qu'on ne peut pas faire tout toute seule. Il y a un moment, et je pense que c'est un constat, c'est qu'on risque d'exploser en plein vol si on veut tout faire, même si on essaye de prioriser et qu'on a des idées, qu'on se retourne en se disant, bah, OK, mais à qui je vais les donner? Il n'y a personne derrière moi. Mmh. Donc, c'est effectivement de pouvoir bien s'entourer. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'avoir une personne qui est un peu mon bras droit, Mmh. qui est en poste indéterminé, en 35 heures, que j'ai recruté, à qui j'ai fait passer différents entretiens, puisque c'est super important. Là, quelque part, moi, je vais construire l'équipe qui me ressemble, qui me complète, qui m'apporte des nouveautés. Et c'est ma responsabilité. Je ne vais pas pouvoir en vouloir après aux personnes si elles font mal leur travail. C'est à moi, au départ, quand même, de bien veiller aux personnes que je vais avoir avec moi et qui vont travailler pour moi et à qui je vais déléguer pas mal d'actions de responsabilité. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir fait un bon choix avec cette personne-là et avec l'alternante qui nous accompagne depuis septembre. Et c'est un réel soulagement de pouvoir travailler en équipe, de pouvoir aussi donner des missions les yeux fermés. Vous faites partie de réseaux, d'entrepreneurs, d'entreprises, de commerce, avec lesquels vous échangez un petit peu ou est-ce que, finalement c'est difficile, de rencontrer parfois, d'autres pairs? Alors, il est important de garder en tête qu'effectivement, on va être pas mal seul et que ça peut être pesant, ça peut être lourd et qu'il faut toujours être bien entouré. Moi, c'était un vœu que j'avais dès le départ de l'ouverture et du lancement du projet, d'aller vers des réseaux. Alors après, il faut trouver les bons réseaux, Mmh. ceux avec lesquels on va avoir de l'affinité, ceux qui vont... Ça va dépendre aussi de ce qu'on recherche dans ces réseaux. Est-ce que c'est de la mise en relation? Est-ce que c'est plutôt de l'accompagnement? Est-ce que c'est un partage? Moi, j'ai fait le tour de pas mal de réseaux autour de la région et aujourd'hui, en fait, j'ai fait le choix de 2 réseaux.
qui sont l'un autour des femmes chefs d'entreprise, qui vont être là plutôt dans l'accompagnement et dans l'apprentissage aussi en tant que manager, dirigeante d'entreprise, et un réseau de nouveaux entrepreneurs savoyards, donc des personnes qui sont un petit peu mes pairs je fais mes débuts au sein de l'entrepreneuriat, du commerce. J'ai aussi la chance d'être toujours entourée par la Chambre de commerce et d'industrie, d'être marraine d'une plateforme qui s'appelle Les Élévateurs, avec qui je vais échanger. Et puis j'essaie d'instaurer avec certains commerçants et commerçantes, puisqu'on a les mêmes obligations, un petit déjeuner une fois par mois. On se retrouve une heure de 9 heures à 10 heures dans un café de Chambéry à 4 ou 5 pour discuter. Parce que je m'aperçois qu'effectivement, on commence à 8 heures, on finit à 20 heures, 20h15. On est seul, on rencontre les mêmes problématiques et que ça fait du bien de ne pas se sentir aussi seul sur des fois des questions bêtes. Tiens, comment tu vas faire pour la communication? Moi, je vais faire plutôt de cette façon-là. Tiens, est-ce que je peux aussi regarder comment tu fais? Parce que c'est super important. Quand on est dans une entreprise, c'est peut-être lourd, c'est peut-être des fois pesant, mais il y a du monde autour. Là, on est vraiment seul. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès de la Belle Armoire? En toute modestie, je pense qu'au départ, c'était effectivement l'amour de l'humain et de l'accueil, des explications et du concept qu'on a proposé. Au-delà du produit, je pense que si des personnes sont revenues, c'est aussi parce qu'on les a considérées comme des personnes et non pas comme des consommateurs. Il y a des personnes aujourd'hui, effectivement, on se souvient de leur prénom ou de leur nom et ça peut paraître surprenant parce que très souvent on dit mais vous vous rappelez de moi? Oui. De clients aussi qui reviennent avec des vêtements qu'ils ont été choisis au sein de la Belle Armoire. Donc au départ, en toute modestie, je pense que c'est effectivement la personne qui tient la boutique et du respect et de l'amour qu'elle peut véhiculer et de l'empathie qu'elle peut donner au niveau des clients. Après, ça fait pas tout, il faut aussi une vraie offre. Le succès va être là parce que pour moi, il y a une addition de différentes choses. Une personne qui accueille bien, une offre qui correspond à un besoin, des services qu'on ne voit pas ailleurs et une clientèle aussi mixte et diversifiée. Je pense que c'est le rare magasin où on peut avoir un jeune ou une jeune de 14 ans ou quelqu'un de non-genré qui va conseiller à côté ou qui va être côte à côte avec une mamie de 80 ans qui a encore son foulard sur les cheveux, ses petits clips. Et cette coexistence de profils complètement différents fait la richesse aujourd'hui du magasin et de cette ambiance qu'on a pu mettre au sein du magasin. Quelle perspective est-ce que vous avez pour la Belle Armoire? Comment est-ce que vous voyez un petit peu la boutique grandir, disons, allez, dans 5 ans? Alors, effectivement, c'est toujours se poser la question, qu'est-ce qu'on fait pour demain? Qu'est-ce que c'est que la suite? Alors après, il y a certaines entreprises où on se dit, je veux juste ça. Moi, j'ai toujours eu l'idée d'ouvrir d'autres modèles de la Belle Armoire sur d'autres villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque en faisant cette veille concurrentielle, je m'aperçois que cette offre n'est pas là où elle devrait être. Donc, c'est une des premières idées. Une deuxième idée, mais qu'on a, qui serait peut-être d'ouvrir une version enfant, parce qu'il y a une réelle demande sur la seconde main enfant et sur les objets. Donc ça, on est en train de l'étudier, puisque en termes de rentabilité, il faut faire attention. Et l'autre projet, c'est qu'on va aller démocratiser la seconde main à travers des friperies ambulantes au sein des entreprises, de manière à pouvoir aussi sensibiliser sur l'utilisation de la seconde main. En tout cas, là où je me vois dans 5 ans, je me vois toujours dirigeante et partie prenante dans un commerce puisqu'il faut garder, je pense, ce contact avec le terrain pour pouvoir comprendre aussi leurs besoins, leurs attentes et voir ce qui fonctionne au sein de nos magasins. C'est vraiment super important. Mais je me vois aussi peut-être prendre un petit peu plus de recul et donner une délégation à d'autres personnes et de voir ce modèle dupliqué sur d'autres villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait déjà pas mal de Ça fait déjà projets, pas mal. Vous avez déjà pas mal de boulot. Merci beaucoup Rachel de De nous avoir rien. reçus. Merci beaucoup. Vous écoutiez Tout Seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, Tout Seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours? Il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.